Bonjour chers étudiants, on vous présente votre cours de terminologie des sciences économiques et de gestion destiné aux étudiants de deuxième semestre. لتوضيح معالم العرض والطلب سنقوم بإبراز محددات الطلب وفي بعد سنقوم كذلك بإبراز محددات العرض. من خلال محددات الطلب le premier déterminant des éléments qui déterminent la fonction de la demande, c'est le changement dans les goûts des préférences des consommateurs. Ça, c'est à part les prix. Les déterminants qui sont à part les prix هذه المحددات لا تشمل السعر. إذن قلنا في الأساس بأن المحدد الأساسي هو السعر ولكن محددات الطلب فيما عدا السعر سوف نتحدث عن محددات أخرى وهي أولاً le premier déterminant, c'est le changement dans les goûts et les préférences des consommateurs. Comme on le sait, l'évolution des goûts et des consommateurs vis-à-vis de la marchandise se traduira par une augmentation, une diminution de la demande au même niveau de prix avant l'évolution de la demande. Donc, si jamais un produit sur lequel notre goût s'adapte, on va le demander plus. Et si jamais notre goût change par rapport à un produit, par conséquent, la demande elle va diminuer et il n'y aura plus de demandeurs sur ce produit ou ce service. Donc le goût du consommateur également, c'est l'un des déterminants essentiels de la demande. من خلال المحددات التي تحدد لنا الطلب فيما عدا السعر كذلك هناك محددات أخرى وتشمل من النقطة الأولى التغير في الأذواق وتفضيلات المستهلكين. هنا نشير إلى أن التغيرات في أذواق المستهلكين تجاه البضائع ستؤدي إلى زيادة أو نقصان في الطلب عند نفس مستويات الأسعار قبل أن يتغير الطلب. إذن عندما تتغير أذواق المستهلكين تجاه بضاعة معينة فإن ذلك سيؤدي إما إلى زيادة في الطلب إذا كانت الأذواق تفضل هذا المنتج أو إلى نقصان في الطلب إذا كانت هذه الأذواق تنفر أو لا تفضل هذا المنتج. عند نفس مستويات الأسعار هنا نتحدث لأننا المحدد هنا ليس هو السعر ولكن التغير في أذواق وتفضيلات المستهلكين. Ce qui est à retenir, c'est que le changement dans le goût et les préférences des consommateurs est l'un des déterminants de la demande, bien sûr à l'exception des prix. Le nombre des consommateurs, deuxième critère, ou bien deuxième déterminant. L'augmentation du nombre des consommateurs suite à l'expansion du marché due à l'augmentation de la population ou au progrès des moyens de transport entraîne une augmentation de la demande. À ce niveau-là, l'augmentation du nombre de consommateurs va nous donner tout naturellement, si le marché il est élargi et le nombre de consommateurs il est très important, la demande il va augmenter. Et si le marché il est restreint, le nombre de consommateurs il est faible, par conséquent la demande également il va être faible. La diminution du nombre de consommateurs entraîne une baisse de la demande sur le produit, c'est ce qu'on vient de dire. عدد المستهلكين هو محدد الثاني للطلب فيما عدا السعر الذي يبقى المحدد الأساسي ونشير إلى ذلك. عدد المستهلكين إن الزيادة في عدد المستهلكين نتيجة اتساع السوق بسبب زيادة عدد السكان مثلا أو بسبب التقدم في وسائل المواصلات يؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب. وكذلك في نفس السياق عند نقص عدد المستهلكين يؤدي إلى نقص الطلب على السلعة. إذن الزيادة في عدد المستهلكين تؤدي إلى الزيادة في الطلب والنقصان في عدد المستهلكين يؤدي حتما إلى نقصان في الطلب كذلك. Donc ce qui est à retenir sur deuxième déterminant, c'est que le nombre des consommateurs reste un élément essentiel également dans la détermination de la demande. Troisième critère ou troisième déterminant, c'est le revenu du consommateur. Donc ce point il est très important parce que la relation entre le revenu du consommateur et la demande pour le produit, généralement elle est progressive. C'est la logique même. C'est-à-dire, plus le revenu du consommateur il est élevé,
plus j'ai un grand revenu, plus la demande pour le produit est importante et plus le revenu il est bas, moins la demande pour le produit il est importante. Ça, on parle d'un bien qui est normal, dans une classification normale. Donc, ce qui est normal, ce qui est logique, c'est-à-dire, si j'ai un revenu élevé, j'achète plus. Si j'ai un revenu faible, j'achète moins. Donc, c'est ça la relation qui existe généralement entre le revenu du consommateur et la demande. Mais, comme on vient de dire, pour certains biens, la relation entre le revenu du consommateur et la demande n'est pas progressive. Elle peut être inverse. Là, on peut se poser la question, est-ce que c'est toujours le cas lorsque j'ai plus d'argent ou j'ai plus un revenu élevé, j'achète plus? Ou bien, il y a des situations où j'ai un revenu élevé et j'achète moins. Donc, à laquelle il y a a priori une exception, mais on va analyser cette situation. Donc, دخل المستهلك هو محدد الثالث لمحددات الطلب. وهنا نشير بالأساس إلى العلاقة التي تربط ما بين دخل المستهلك والطلب، وهي علاقة اضطرادية، بمعنى أنه كلما زاد دخل المستهلك كلما زاد طلبه على سلعة معينة، وفي نفس السياق كلما زاد نقص دخله نقص الطلب على السلعة المعينة. يعني هنا بمعنى أساسي أنه كلما كان لدي دخل مرتفع كلما اشتريت أكثر، وكلما كان لدي دخل منخفض كلما اشتريت أقل. هذه العلاقة هل هي دائما متحققة؟ بالأساس نقول بأنها علاقة العادية أو الطبيعية وفي الحالات العادية. وهنا قد نتساءل هل يوجد هناك استثناء لهذه العلاقة، بمعنى أنه يوجد بعض السلع لا تكون العلاقة فيها بين دخل المستهلك وبين الطلب عليها علاقة اضطرادية، فقد تكون هذه العلاقة عكسية. بتوضيح آخر، بأنه في بعض الأحيان نتساءل هل إذا كان لدي دخل مرتفع أو ارتفع دخلي هل سأقوم بنقصان أو بإنقاص الشراء من سلعة معينة؟ سنوضح ذلك. هل يوجد بعض السلع التي يتم نقصان الطلب عليها عندما يزداد الدخل. Donc la relation entre le revenu et la demande est croissante, sauf pour les biens inférieurs. À ce niveau-là, on parle de ce qu'on appelle les biens inférieurs ou bien les biens qui sont destinés ou appelés biens de base. Donc là, on répond à la question essentielle qu'on a dit, est-ce qu'il y a des exceptions à la relation entre l'offre et la demande, et cette relation, est-ce que cette exception couvre les biens normaux? Donc quand on parle d'un bien normal, la relation c'est une relation progressive croissante. Lorsqu'il s'agit d'un bien inférieur, la relation elle est inverse. Et par conséquent, à ce niveau-là, on parle de biens inférieurs. Qu'est-ce qu'on entend par biens inférieurs? Les biens inférieurs, ce sont les biens qui sont dits biens de base, les biens basiques. Et ces biens inférieurs qui sont les biens de base, ils ont cette relation qui est relation inverse par rapport au revenu. إذن هنا سنجيب على التساؤل الذي طرحناه من خلال العلاقة التي تربط ما بين الدخل وما بين الطلب، وقلنا بأنه في العادي أنها علاقة اضطرادية، لكن في حالة المنتجات الدنيا يكون هناك علاقة غير اضطرادية وهناك علاقة عكسية. ماذا نقصد بهذه المنتجات الدنيا؟ هي المنتجات الاقتصادية أو المنتجات الأساسية التي عندما يرتفع دخلنا نقوم بالتخلي عنها. Donc les biens de base, lorsque j'ai un revenu élevé, donc je vous donne un exemple, si je consomme par exemple le ticket d'aller sur le bus pour un revenu déterminé, si mon revenu augmente, je vais diminuer la consommation du bus parce que je vais prendre un autre moyen de transport encore qui s'adapte à mon nouveau revenu. C'est la même chose pour tout bien basique et un bien économique dit dans le statut des biens qui sont les biens inférieurs. Les prix des produits indépendants, c'est le quatrième déterminant de la demande, c'est-à-dire que les prix des biens auxquels les produits dépendent de ces produits. Donc la relation entre la demande d'un bien et le prix du bien et des produits liés dépend de la question de savoir si le produit associé est complètement
complémentaires ou bien substituables au produit en question. Donc ici, on va évoquer deux notions essentielles. C'est la notion de biens qui sont complémentaires et les biens qui sont substituables. C'est-à-dire que les biens, il y a des biens qui sont indépendants dans la classification des relations des biens. Il y a des biens qui sont indépendants sur lesquels aucun bien n'influence l'autre. Par exemple, acheter des habillements et aller manger dans un restaurant. Ce sont deux biens ou bien deux choses qui sont complètement indépendantes. Et il y a l'un qui complète l'autre. Par exemple, lorsque j'achète un ordinateur, il me faut un logiciel de système d'exploitation. Lorsque, par exemple, il y a des biens qui sont substituables, c'est-à-dire si je prends un moyen de transport, je ne peux pas prendre également un autre moyen de transport, comme l'exemple le plus classique, traditionnel, assez bien substituable, comme le café et le thé. Si je consomme le café, je ne consomme pas le thé. Si je consomme le thé, je ne consomme pas le café. Même si cet exemple-là n'est pas un exemple strictement substituable. Mais bon, le fait qu'il existe des biens qui sont complémentaires et sont utilisés les uns avec les autres pour répondre à un besoin particulier, tel que le thé et le sucre, par exemple. Donc, quand on parle, je viens de dire, des biens complémentaires, comme l'ordinateur et le logiciel, comme le thé et le sucre, par exemple, pour ceux qui ne sont pas diabétiques, entre parenthèses, donc dans un cas général, le fait de consommer le thé, on doit le consommer, bien on préfère le consommer avec le sucre. On a l'habitude de le faire. Donc c'est un exemple qui est un exemple monté pour vous expliquer la relation qui peut exister entre un produit et un autre produit. Une autre relation, c'est ce qu'on a dit que le bien substituable, c'est-à-dire que si j'offre au consommateur le même degré de satisfaction, on parle de produits de biens substituables, c'est-à-dire si je consomme le bien A, je ne consomme pas le bien B parce qu'ils ont la même satisfaction et le fait d'acheter un autre bien ne va pas entraîner une satisfaction supplémentaire. Donc je préfère l'un ou l'autre comme l'exemple du thé et le café. أثمان السلع المرتبطة. أثمان السلع المرتبطة تؤثر كذلك على العلاقة التي توجد ما بين العرض التي توجد ما بين الطلب وأثمان هذه السلع. وفي هذا الصدد نقول بأن هذه الأثمان السلع المرتبطة تؤثر في السلعة الأساسية، وهذا الارتباط تتوقف فيه العلاقة ما بين الطلب على سلعة ما وما بين أثمان السلع المرتبطة بها على ما إذا كانت هذه العلاقة السلعة مرتبطة مكملة للسلعة المعينة أو بديلة لها. السلعة المكملة هي التي تستخدم مع بعضها البعض وذلك من أجل إشباع حاجة معينة ومن أمثلتها سلعتي الشاي والسكر، بمعنى أنه سلعة تكمل الأخرى من أجل لا أحصل على الإشباع أو على تلك درجة الإشباع إلا عندما أستهلك السلعتين معا، وبالتالي هنا نتحدث عن سلع مكملة. السلع البديلة هي التي تحقق للمستهلك نفس درجة الإشباع. عندما أستهلك واحدة فهذا يغنيني عن استهلاك الأخرى أو يقوم بتعويض استهلاك الأخرى، وهنا نضع المثال ما بين مثال الشاي والقهوة مثلا. La relation entre le prix du produit complémentaire et la demande du produit concerné est une relation inverse. Donc maintenant, on va se poser la question comment le prix du produit complémentaire influence la demande du produit concerné. C'est-à-dire que le prix du produit complémentaire il a un impact inverse sur la demande, sur le produit. Donc si par exemple le prix du sucre, il va augmenter, je consomme moins de thé parce que pour consommer le thé, il me faut acheter du sucre. Et le sucre, il est devenu plus cher. Et par conséquent, l'augmentation du prix du sucre a entraîné la diminution de la consommation du thé parce qu'ils sont deux produits qui sont complémentaires. En d'autres termes, si le prix du produit complémentaire augmente, la quantité du produit concerné, elle diminue, c'est ce qu'on vient d'expliquer avec l'exemple. Si le prix du produit complémentaire diminue, la quantité du produit concerné augmente. C'est l'inverse. Par exemple, si le produit qui est le thé, par exemple, son prix diminue, donc la consommation du sucre, il va augmenter et par conséquent, les deux biens sont complémentaires. Et cela veut dire que plus je consomme de thé, je consomme également de sucre avec. Et par conséquent, c'est cette relation inverse entre le prix du produit complémentaire et le produit concerné, et la demande du produit concerné.
العلاقة بين ثمن السلع المكملة وبين الطلب على السلع المعينة تكون علاقة عكسية. هنا إجابة على السؤال الذي يمكن أن نطرحه، بمعنى أنه كيف يؤثر سعر السلعة المكملة على السلعة المعنية. هذا التأثير يكون من خلال علاقة عكسية. منطقيا عندما يكون لدينا ارتفاع في ثمن السلعة المكملة تنخفض الكمية التي يطلبها المستهلك من السلعة المعينة. هنا نرجع إلى المثال الذي قمنا بطرحه فيما سبق، وهو المثال الذي نعتبر فيه بأن الشاي والسكر سلعتين مكملتين. فعندما يرتفع مثلا سعر السكر وهو سلعة مكملة للشاي، فإن الإقبال على السكر ينخفض، وبالتالي بما أنني أحتاج إلى السكر من أجل استهلاك الشاي فإن الاستهلاك الشاي كذلك سوف ينخفض نتيجة ارتفاع في سعر السلعة المكملة. عكس ذلك عندما ينخفض ثمن السلعة المكملة تزداد الكمية التي يطلبها المستهلك من السلعة المعنية، بمعنى أنه إذا انخفض سعر الشاي مثلا فإن استهلاك السكر سوف يرتفع، لأنني سأقبل أكثر على استهلاك الشاي، وبالتالي فإنني أحتاج إلى استهلاك السكر من أجل استهلاك الشاي كذلك، وهو السلعة المكملة. هذا مع اعتبار أن سعر السلعة المعينة هو ثابت ولا ندخله في هذا الاعتبار. Si le produit associé est un produit substituable, maintenant, qu'est-ce qui se passe si le produit il est substituable? C'est-à-dire l'un des produits remplace l'autre produit. La relation entre le prix du produit substituable et la quantité requise du produit concerné est une relation progressive, en ce sens que la hausse du prix d'un produit substituable, tel que le café, entraîne une augmentation de la demande du thé. Donc, si un produit il est substituable, ça veut dire l'un remplace l'autre. Si l'un il devient plus cher, je vais le laisser et consommer l'autre. Donc voilà, cette relation, c'est une relation. Si le prix augmente, la quantité de biens substituables, il va augmenter également parce que je remplace le bien qui est devenu plus cher avec le produit qui est devenu moins cher. أما إذا كانت السلعة المرتبطة سلعة بديلة، ماذا يحدث؟ عندما يرتفع السعر، أو ما هي العلاقة التي تربط ما بين سعر السلعة البديلة واستهلاك أو طلب على السلعة المعينة؟ فإن العلاقة ما بين ثمن السلعة البديلة وبين الكمية المطلوبة من السلعة المعنية تكون علاقة اضطرادية، بمعنى أن ارتفاع في ثمن سلعة بديلة كسلعة القهوة مثلا يؤدي إلى زيادة الطلب على سلعة الشاي. بمنطق أوضح نقول بأنه عندما يكون لدينا سلعتين وهذه العلاقة التي تربط بينهما سلعتين بديلتين، فإن العلاقة التي ستربط بينهما هي علاقة اضطرادية، بمعنى أنه عندما يرتفع لدي سعر سلعة معينة فإنني أجنح أو أتوجه إلى استهلاك السلعة البديلة التي تكون نسبيا أرخص من السلعة التي ارتفع ثمنها، وبالتالي ارتفاع ثمن سلعة بديلة يؤدي إلى ارتفاع في الطلب على السلعة المعنية بهذا الخصوص. Ce qui est à retenir à ce niveau-là, et que vous constatez à chaque point, on essaie un petit peu de prendre les éléments essentiels qu'il faut retenir. Donc ce qui est à retenir, si le produit est complémentaire, l'augmentation de son prix entraîne la baisse de la demande de l'autre produit. Si maintenant le produit il est substituable, l'augmentation de son prix augmente l'augmentation de la demande de l'autre produit. Cinquième déterminant, c'est les anticipations du consommateur. Donc, comment le consommateur, ou bien les consommateurs anticipent la demande et comment ces anticipations, c'est-à-dire les prévisions qui vont se faire par les consommateurs, ils vont influencer la demande. Les anticipations des consommateurs ont une influence sur la demande des produits. Si les individus anticipent l'augmentation du prix d'un produit à l'avenir, sa demande augmentera pour ce produit malgré le prix actuellement élevé par crainte de futures augmentations. Donc là, c'est une dynamique essentielle au niveau de la demande et à laquelle, dans la pratique, elle se répand essentiellement. Regardez avec moi, lorsqu'il y a une augmentation de prix, de façon générale, qu'est-ce que doit se passer? Normalement, le prix du produit, il doit
lorsque le prix il augmente, la demande sur ce produit-là doit diminuer. Mais qu'est-ce qui va y arriver si j'anticipe, c'est-à-dire je prévois qu'il y aura de nouvelles augmentations? Au lieu que l'augmentation entraîne une diminution de la demande, il va entraîner une augmentation de la demande. Voilà ce qu'on veut dire par le mécanisme des anticipations des consommateurs. توقعات المستهلك تؤثر بشكل مهم في بعض الأحيان في توقعات الأفراد أو في تأثير العلاقة التي تربطها ما بين الطلب. إذا تؤثر توقعات الأفراد في طلبهم على سلعة معينة، فإذا توقع الأفراد أن السلعة ما سوف يزداد ثمنها في المستقبل، فإن طلبهم سوف يزداد على هذه السلعة على الرغم من ارتفاع ثمنها الحالي، وذلك خوفا من حدوث ارتفاعات في المستقبل. بمثال أوضح أو بتوضيح أكبر، فإن هذه التوقعات من الطبيعي عندما يرتفع سعر سلعة معينة فإن الطلب عليها يجب أن ينخفض. لكن ماذا يحدث عندما أتوقع بأن هذا الارتفاع هو فقط بداية لسلسلة من الارتفاعات فيما بعد؟ فإن ذلك سوف يؤثر على الطلب، وبينما كان المتوقع أن يحدث انخفاض في الطلب فإنه يحدث ارتفاع في الطلب. L'exemple qu'on donne de façon générale à ce niveau-là, par exemple, je vais vous donner un exemple proche de la circonstance, on est proche du mois de Ramadan, et à ce niveau-là, certains produits dont les prix ils augmentent avec la saison. Donc pourquoi? Parce que généralement, pas parce que l'offre n'est pas suffisante, mais parce que les consommateurs anticipent qu'il y a une augmentation de la demande. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, je vais prendre un produit qui est simple, que vous connaissez tous, produit des tomates. Donc les produits qui est les tomates, à l'approche du Ramadan, les prix augmentent. Normalement, qu'est-ce qui devait se passer? Il faut que les ménages diminuent la consommation des tomates pour revenir à la situation d'équilibre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens pensent que cette augmentation va entraîner une nouvelle augmentation des prix. Et au lieu de diminuer la demande, ils vont augmenter la demande. Donc ici, les anticipations des consommateurs ont été déterminantes. توقعات المستهلك في مثال الذي قلنا بتوضيحه باللغة الفرنسية، مثلا عندما نتوقع عندما يحدث نحن مع اقتراب شهر رمضان المعظم نقوم باستهلاك بعض المنتجات الخاصة بثقافتنا ونعطيكم منتوج تعرفونه هو منتوج مثلا الطماطم. عندما يرتفع سعرها الطبيعي يجب أن ينخفض الاستهلاك عليها، لكن ماذا يحدث؟ المستهلك يتوقع أن يكون هناك ارتفاع آخر في السعر، وبالتالي فإنه بدلا من أن ينقص أو يخفض من استهلاكه فإنه يرفع من استهلاكه، وبالتالي يكون هناك ارتفاع في الطلب عليها، في حين أنه الحالة الطبيعية أن يكون هناك انخفاض في الطلب وفي الاستهلاك. Les anticipations des consommateurs influencent la demande, c'est le point qui est à retenir. Les exceptions de la loi de la demande. Donc, on a parlé de ces exceptions, de façon brève. Maintenant, on va voir de façon plus concrète les exceptions de la loi de la demande. La loi de la demande, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que plus le prix augmente, plus la demande il va diminuer. Donc, il y a une relation décroissante entre la demande et le prix. Et on a dit que pas seulement le prix qui est déterminant, on a vu un ensemble de déterminants de cette demande. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des cas où lorsque le prix augmente, la demande augmente également? On a, comme je viens de dire, on a parlé brièvement de ça, mais on va les synthétiser de façon plus détaillée. Première situation, elle est appelée effet Giffen. Donc, c'est qui Giffen? C'est un économiste anglais qui a vécu durant le 19e siècle, ayant observé que lorsque le prix du pain augmente, la demande des ouvriers par rapport à ce produit augmente également. Comment cela peut être expliqué? Normalement, dans le cas normal, si c'était le bien était un bien normal, qu'est-ce qui devait se passer? Il devait, lorsqu'il y a une augmentation du prix d'un bien, on doit diminuer la consommation. Mais le constat de cet économiste, c'est que
l'augmentation du prix du pain a entraîné une augmentation de sa consommation. C'est-à-dire que son prix a augmenté, les gens ils ont consommé plus. Comment cela peut être expliqué et comment il l'a expliqué? Donc il l'a expliqué par le fait que la part du revenu des ouvriers consacrée au pain est grande. Et la hausse du prix du pain entraîne la baisse de leur revenu réel. Et pour cette raison, ils sont obligés de réduire leur demande par rapport aux autres produits alimentaires pour augmenter la part du revenu consacré au pain. Donc, comment il y a cette explication? Ça veut dire que s'il s'agit d'un bien qu'on va appeler un bien inférieur, c'est un bien de première nécessité. Je ne peux pas ne pas le consommer. C'est le prix, le produit qui existe sur mon panier qui est le moins cher. Donc, comment je peux l'expliquer autrement, cet exemple, pour illustrer cette remarque de Giffen? C'est-à-dire, supposons un consommateur qui consomme le pain et d'autres produits. Et les autres produits sont plus chers. Donc, au lieu de consommer le pain 3 morceaux par jour, la part du revenu, il est consacré le reste à la consommation des autres produits, les légumes, les fruits, etc. Viande, s'il arrive à les acheter. Donc, maintenant, lorsque le prix du pain il a augmenté, la part réservée aux autres produits, elle est devenue faible. Donc, comment il va compenser la baisse de la consommation de la viande, par exemple? Il va la compenser par l'achat du pain. Donc, au lieu de réduire le pain, parce que ça ne sert à rien de réduire le pain, parce que les autres produits sont plus chers, dans ce cas-là, il va remplacer les autres produits par le produit qui est le pain. C'est pour cela qu'on dit que c'est un produit de première nécessité. الحالة الأولى التي نوضحها في حالات استثناءات التي تستثني لنا قانون الطلب، والذي قلنا بأن قانون الطلب بالأساس يعني بأنه في الحالة العادية بأنه عندما يرتفع سعر السلعة المعينة فإن الطلب عليها يجب أن ينخفض. نحن هنا بصدد دراسة حالات الاستثنائية لهذه الوضعية. الحالة الأولى كما وضحناها هي الحالة التي تسمى بتأثير جيفن. من هو جيفن؟ هو اقتصادي إنجليزي عاش في القرن ال19 ولديه ملاحظة مهمة أنه عندما يرتفع ثمن الخبز فإن طلب العمال عليه يرتفع. هذا يوضح الاستثناء من قانون الطلب. إذن طبيعي ماذا يجب أن يحدث؟ عندما يرتفع سعر الخبز يجب على العامل أن يخفض من استهلاكه للخبز، لكنه يزيد في الإقبال على الخبز. لماذا؟ التفسير الذي وضعه جيفن أنه النسبة التي يقتطعها العمال من دخولهم للإنفاق على الخبز تشكل نسبة كبيرة، وارتفاع الوضعية الهشة لهذه الفئة أي فئة العمال تكون لديهم دخول منخفضة، ونسبة الإنفاق على شراء الخبز تكون نسبة مهمة ومرتفعة. ارتفاع ثمن الخبز يؤدي إلى نقص الدخل الحقيقي، le revenu réel، أي القدرة الشرائية، إضعاف للقدرة الشرائية، ولذلك فإنهم يضطرون إلى نقص طلبهم على اللحوم والسلع الغذائية الأخرى من أجل زيادة نسبة دخولهم التي تخص الإنفاق على سلعة الخبز. إذا بتوضيح أدق وأشمل فإنه بالنسبة لذوي دخل مثل العمال دخل محدود ومنخفض، بالنسبة لهذا المثال فإن النسبة التي تخصص للمواد الأساسية وعلى سبيل المثال الخبز مثلا تكون نسبة مرتفعة، وبالتالي عندما يرتفع ثمن هذه السلعة فبدلا من أن نخفض من استهلاكنا من هذه السلعة التي تبقى السلعة الأرخص نقوم بخفض استهلاكنا من المنتجات الأخرى ونقوم بتعويضها بسلعة الخبز فيرتفع طلبنا على الخبز بدل أن ينخفض طلبنا عليه. La deuxième situation, et c'est une situation qui est complètement inverse. Donc, la situation inverse, c'est la situation de l'effet de Veblen. Le même principe, mais à l'inverse. Donc, comment on explique cet effet et qu'est-ce qu'on entend par effet Veblen? C'est un phénomène par lequel la demande d'un produit augmente en même temps que son prix. Ça veut dire,
plus le prix augmente, plus j'achète. Mais pas un produit de première nécessité, mais c'est autre chose. Ce phénomène s'explique généralement par un facteur psychologique lié au signe social que constitue l'achat d'un produit au prix élevé par un effet de qualité perçu. Donc ici, il s'agit d'un bien supérieur, et ce n'est pas un bien inférieur. C'est-à-dire, l'effet Giffen, comme on a vu dans la première situation, il est lié au bien inférieur, alors que l'effet Veblen, il est lié aux biens qui sont les biens supérieurs. Pourquoi? Comment il s'explique? Il s'explique parce que on lie la qualité au prix. Plus le prix il est supérieur, ou pour le signe social, ou bien pour se distinguer, j'achète un produit dont le prix il est élevé pour se démarquer, et plus le produit augmente, plus le prix augmente, la demande augmente sur ce produit. الحالة الثانية وهي الحالة التي نسميها بتأثير فيبلن. وتأثير فيبلن هو ظاهرة يزداد فيها الطلب على المنتوج مع سعره. عندما يرتفع السعر يرتفع الإقبال على المنتوج. هنا لا نتحدث عن المنتجات الأساسية، بل نتحدث على نقيضها تماما، وهي المنتوجات العليا، المنتوجات التي ذات الأثمنة الغالية والأسعار الغالية. عادة ما يتم تفسير هذه الظاهرة بعامل سيكولوجي مرتبط بالعلامة الاجتماعية الذي يمثله شراء منتوج بسعر مرتفع أو تأثير الجودة الملاحظة. هنا يمكن أن نفسر لماذا الناس يقبلون على منتوج ثمنه وسعره مرتفع من أجل العلامة أو من أجل التميز الاجتماعي أو من خلال تأثير الجودة الملاحظة. وهنا نربط الجودة الملاحظة بماذا؟ نربطها بارتفاع السعر وارتفاع الثمن. Troisième situation. La troisième situation, elle est liée aux anticipations des consommateurs qu'on a expliquées au niveau de déterminant de la demande, qui fait des exceptions à la loi de la demande, c'est-à-dire j'anticipe l'augmentation du prix et par conséquent, j'augmente la demande et au lieu de la diminuer. Et l'inverse, il y a une diminution du prix, j'anticipe une nouvelle diminution, au lieu d'augmenter la demande, je diminue la demande et dans ce cas-là, il y a exception. Donc, par exemple, les spéculations sur les marchés financiers et le marché d'échange, donc il y a des spéculations, des spéculateurs donc, qui influencent les cours, les spéculations en arabe, il y a le mudarabat, donc c'est cette tendance à ce que d'anticiper les augmentations et au lieu de réduire, donc j'achète plus et j'anticipe la diminution, au lieu d'acheter, je n'en achète pas. الحالة الثالثة وهي الحالة التي وضحناها من خلال محددات الطلب، وهي ترتبط أساسا بتوقعات المستهلك التي تمثل استثناء لقانون الطلب. وهنا مثال ذلك المضاربات التي تحدث في الأسواق المالية وسوق الصرف. Donc les points à retenir, les exceptions de la loi de la demande, il y a l'effet Giffen pour les biens inférieurs, l'effet Veblen pour les biens supérieurs et également les anticipations des consommateurs.